bienvenue sur le plateau du Zaptic, l'émission qui traite de l'actualité, de la politique, de votre territoire. Bonjour Maïté Berheim, salut Maïté Bonjour Philippe. Qui m'accompagne. Encore. Tout va bien. On est toujours là. On est ensemble. Merci également au Clos Saint-Thomas, vous voyez qu'on a déménagé ici à Succession qui nous accueille chaleureusement. Et puis surtout, merci à vous parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc merci vraiment. Il est maire de Ligné depuis 1995, conseiller général, vice-président de la communauté des communes du pays d'Ancenis, la Compa. Il se dit bon vivant, maire de la ville qui accueille la fête du mouton. Bonjour Maurice Perrion. Bonjour à vous. Bonjour Maurice. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Eh bien ma foi, très bien, bien accueilli, donc c'est agréable. C'est déjà pas mal, c'est déjà un bon début, pardon. On vous appelle monsieur le maire ou Maurice? Aligné Maurice. Maurice. Oui, Eh ben alors on y va, Maurice Perrion. Vous êtes donc le maire de la ville qui fête le mouton, comme je le disais, et puis bon vivant, c'est-à-dire bon vivant. Vous aimez les bonnes choses? Ah, qu'est-ce que ça veut dire bon vivant Ouais, en fait? pour vous. J'aime bien les gens, donc je suis relativement populaire. Et puis le mouton aligné, eh bien, ça rassemble effectivement tous les habitants sur une journée très conviviale où il y a du mouton, des haricots, Bon. et puis un petit peu de vin. Quoi, voilà. Oui. Un peu de pain aussi, je crois. Fête populaire si Oui, on est. Hein. sympa. Toujours plus de moutons alignés que d'habitants ou pas? Ah non, malheureusement non. Enfin, la lignée, il y a des moutons, mais c'est pas très heureux en fait, parce que c'est une terre pauvre. Le mouton paie donc dans des prés qui ne sont pas très fertiles. Mais il y avait trois types d'agriculteurs. Il y a donc les agriculteurs qui travaillaient pour la viande, les agriculteurs donc qui étaient plutôt pour la reproduction, et puis les agriculteurs qui faisaient la totalité. Mais donc voilà, c'était deux métiers bien différents en fait. Voilà. Allez donc. Ah oui, mais c'est une ville, on est pauvres chez nous, vous savez. Mais riche d'esprit. Voilà, c'est déjà peut-être une bonne chose. Je crois que Maïté, tu avais une première question. Oui, alors évidemment, c'est la mauvaise question du jour. C'est la question peste, il en faut une. En lisant votre bio, j'ai été interpellée par vos différentes fonctions de maire, de vice-président en charge de l'aménagement du territoire. Et oups, je vois votre entreprise. Ah. Voilà, avec 60 employés, 60 salariés, c'est ça, donc un cabinet d'études. Évidemment, vous répondez à des marchés publics. J'ai bien compris que vous ne travaillez pas en proximité de votre commune, mais non de métropole quand même. Vous êtes bon vivant, le disait Philippe. Alors entre un bon apéro, un bon repas, un bon vin, est-ce qu'on négocie pas encore des contrats? Est-ce que ça se fait toujours? Mais quelle question, mais ça va pas. Alors, on peut discuter, non? Moi, j'ai la chance de travailler pour des grosses collectivités donc, nationales, et je ne réponds pas aux appels d'offres donc locales. Non, métropole, effectivement, c'est un bon client. Je travaille donc pour la topographie et tous les services de l'assainissement, mais je ne réponds pas aux appels d'offres donc des communes de Loire-Atlantique. Donc voilà, donc, ça m'arrange, et puis ça me laisse quand même une certaine latitude dans la gestion de l'entreprise. Pas d'arrangement avec les copains alors? Non. Donc pas de conflit d'intérêts. Je pense. Non. Non. Mais bon. Parfait, on va s'intéresser peut-être un petit peu au départemental, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on vote ce mois-ci. Oui, alors justement, les élections départementales auront lieu le 22 et 29 mars. Vous allez voter, bien entendu? Ah oui. Alors, ça veut dire que vous ne serez pas comme la majorité des gens, à savoir qu'une personne sur trois aujourd'hui ne sait même pas qu'elle va voter dans 3 semaines, et encore moins pourquoi elle va voter. On va élire des candidats qui n'ont pas de feuille de route. C'est-à-dire que une loi, je crois, cet été, définira leur champ de compétences. Complètement. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Déjà, sur le fait de voter ou pas voter, on dit le vote est un droit, le vote devait être un devoir, on devrait avoir obligation de voter. Je pense que vous êtes pour le vote obligatoire? Le vote obligatoire, et ce serait sans doute beaucoup plus sain, et toutes les idées politiques ou les idées des gens seraient représentées, et ce serait sans doute beaucoup plus facile à capter l'attention des électeurs. Effectivement, dans les élections départementales, on ne connaît pas les compétences donc, des départements, même si on peut les imaginer. Hein, on voit bien que le département va s'occuper, ce sera du social, ce sera sa compétence principale, va s'occuper certainement encore des collèges, peut-être des routes, voilà. Et puis, moi, à mon sens, hein, même la région devrait s'occuper en totalité de l'emploi, et puis de la formation. Ça ne devrait pas être quelque chose qui soit géré par l'État, ça devrait être régional, complètement décentralisé. Par contre, pour les départementales, effectivement, on n'a encore pas tous les tenants et les aboutissants, donc des compétences à venir. C'est un peu dommage quand même, parce qu'on va voter pour des gens et
Et on ne sait pas, enfin on s'imagine ce qu'ils vont faire, mais ce serait tellement plus clair et plus sain. Et c'est pas compliqué de construire un programme dans ce sens-là, justement? Vous savez, les nouveaux qui vont arriver vont passer une bonne année à découvrir comment ça fonctionne. Oui, quand même. Et ça aussi. Les gens qui sont en place, donc vont donner un coup de main aux nouveaux et ont déjà écrit les choses parce que il y a encore quelques candidats de droite ou de gauche, donc, qui sont là depuis un certain temps et qui ont été vice-présidents eux-mêmes, donc connaissent bien les compétences donc, qui vont être dédiées au département. Donc il y a le temps d'adaptation quand même qui va se faire. Donc les compétences seront votées cet été. Il y aura tout le temps dès l'automne prochain de rentrer dans le vif du sujet. De se mettre au boulot quelques mois après. Une petite question sur l'UDI quand même, puisque donc on l'a dit, vous êtes membre de l'UDI. Ah, l'UDI. Alors, si, bien sûr, je suis membre de l'UDI. J'étais président départemental de l'Alliance centriste pendant quelques temps. Donc, et l'Alliance centriste est une composante de l'UDI. Je suis en fait, alors, vous ne l'avez peut-être pas vu dans ma biographie, mais il y avait deux choses que vous avez oubliées quand même. Je suis président des maires de Loire-Atlantique. Oui, alors ça, on va y venir. Tout à l'heure. Et lors de ces élections départementales, j'ai eu pour mission de m'occuper des candidats pour le centre. Et donc j'ai travaillé, non pas avec le PS, mais avec l'UMP pour avoir des candidats communs partout. Donc, voilà. Du coup, l'UDI, c'est un peu le vassal de l'UMP alors. C'est cela, oui. L'UDI, c'est un parti à part entière. Oui, mais non. L'UDI, c'est le pendant de l'UDF autrefois, même si on n'a pas la même notoriété que l'UDF et l'UDI. Donc c'est l'ensemble des composantes, comme le Nouveau Centre, le Parti Radical, l'Alliance Centriste. Il ne faut pas que j'en oublie, la gauche moderne. D'ailleurs, la gauche moderne qui est à droite, c'est un peu bizarre, mais enfin, bon, voilà. Donc c'est l'ensemble des composantes qui faisaient partie de l'UDF autrefois. Et quand en 2002, donc beaucoup d'élus de l'UDF ont créé l'UMP avec le RPR, il y a eu effectivement une fuite importante d'élus nationaux. Donc du coup, le centre s'est retrouvé un petit peu dépourvu donc, de sa substance. Donc c'est une alliance. Mais c'est pas un parti indépendant. L'UDI, c'est... Vous savez, moi quand j'ai été élu en 1995, on me demandait de quel parti politique tu es. Et en fait, à l'époque, les renseignements généraux faisaient un gros travail sur le territoire. Et donc, il fallait caser des gens. Donc, on m'a mis divers droite. Et puis, en fait, au fil du temps, j'ai trouvé le travail d'Édouard Landrin, qui était le député de la circonscription, et de Iselle Gauthier, donc intéressant. Et en fait, j'ai suivi, mais les idées qu'il développait me convenaient bien. Donc voilà, je suis resté centriste tout le temps. En passant par le modem. J'ai toujours pas compris la différence entre l'UMP et l'UDI pour le coup. Ben non, enfin... L'UMP est à la droite de l'UDI. Oui, c'est ça. Voilà. Enfin, ils sont ensemble. Mais vous savez, entre l'UMP, l'UDI et le PS, voilà, il n'y a pas une très très grosse différence à mon sens. Moi, je me méfie plus des extrêmes que de ces trois composantes-là. D'ailleurs, on le voit, Nicolas Sarkozy ce matin, qui fait un peu comme Marine Le Pen. Marine Le Pen dit l'UMPS, et donc Nicolas Sarkozy ce matin annonce le FNPS. Oh, mais il exagère toujours ce garçon-là. Hein? D'accord. Donc, juste, si je dois résumer, le centre à droite, le centre à gauche, nous avons donc trois centres. Non, le centre, alors Jean Arthuis a une bonne expression sur le centre. Le centre, c'est le point le plus éloigné des extrêmes. Ça vous va? C'est la géométrie variable. Oui, c'est ça, c'est la géométrie variable. Donc on a combien de centres en France alors? Un centre, le centre. Ça dépend par où. Centre gauche, centre droit et le centre... Alors, figurez-vous que le centre gauche et le centre droit, c'est bien que vous fassiez la distinction. Au Conseil général, les élus qui sont centre gauche votent toujours, comme le PS. Les centres droits choisissent leur vote. Moi, j'ai aussi un peu porte-parole du centre droit, et lorsqu'il y avait donc un vote, donc une expression à donner au Conseil général, on expliquait pourquoi on votait oui, ou on s'abstenait et on ne votait pas. Voilà, tous les gens de la droite ne votaient pas pareil. Si les dossiers nous convenaient, eh bien on votait et on disait pourquoi. Par contre, le centre gauche vote toujours comme le PS. Le centre gauche, c'est qui là actuellement? C'est Hollande-Valls? Le
centre de gauche actuel, au niveau national? Hollande Valls. Allez, oui, on va dire ça. Allez. Valls sur Hollande, je sais pas. C'est pas Montebourg et Mélenchon en tout cas. Ah non, d'accord, non, Valls, allez, Valls me va bien. Hollande un peu moins. Juste sur les élections, là, les prochaines élections, on parle du Front National qui se présente partout. Votre sentiment sur cette arrivée-là, justement, est-ce que ça va être un paramètre incontournable des élections? C'est une tristesse que des gens votent pour le Front National, mais on peut les comprendre. Hein. La vie est tellement difficile et les médias, excusez-moi, les médias nationaux, les médias font quand même la part belle, je trouve, au Front National, parce que il y a une liberté d'expression qui leur est donnée qui me semble un petit peu injustifiée. Mais voilà, nos habitants vivent des moments parfois difficiles et ben, voter pour le Front National, c'est une forme d'expression qu'on peut comprendre, que personne ne comprend pas. Un petit sondage sorti hier, Front National et UMP associés à UDI arrivent en égalité au départemental. Ouais. Égalité. UMP et UDI ensemble et Front National à égalité. Les gens qui votent pour l'UMP, je disais, je me répète, je peux comprendre hein, qu'ils le fassent pour diverses raisons. Les élus qui défendent les idées du Front National, je les tolère pas. Il y en a au sein de l'UMP. Hein. C'est un problème, monsieur Lédy. Voilà la différence. Non, mais c'était le but de la question. Vous êtes donc en conseil général pour l'instant encore quelques semaines. On précise que vous ne vous représentez pas. Quel regard vous portez justement sur ce découpage territorial, départemental pour les élections? Parce qu'on a quand même l'impression que ça s'organise effectivement, comme tu disais un petit peu, dans un flou qui n'est même pas artistique pour le coup. Conseil général remplacé par le conseil départemental, canton fusionné. Alors est-ce que ce découpage ne s'est pas opéré un peu en faveur des villes et au détriment des campagnes? Parce que ça fait quand même des énormes cantons, et est-ce que du coup l'élu n'est pas encore plus éloigné finalement de sa population? Ben oui, il y a 31 cantons, 31 nouveaux cantons. Nantes Métropole, donc Nantes 7, Rosé 2, Saint-Herblain 2, ça fait donc 11. 11 cantons, ça veut dire 22 conseillers généraux qui vont siéger au conseil général, au conseil départemental, pour gérer donc tout ce qui a trait au département. Et en fait, le département ne gère pas notre métropole. Donc voilà, c'est un petit peu difficile à comprendre ce système-là. Bon, par contre, le découpage proprement dit, hein, sur les communes associées ou non, je pense qu'il y a eu des coups de ciseaux un peu malheureux qui ont été faits. Je vois pas trop le canton de Ligné qui soit associé au canton de Nord-sur-Erne, c'est à peu près cohérent. Le canton de Réallier y attenant aussi, mais nous ramener Notre-Dame-des-Landes, j'ai pas bien vu la subtilité. Peut-être qu'au niveau de la commune, on a tellement bien géré l'aéroport d'Ancenis qu'ils pensent qu'on va gérer l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. C'est peut-être ça hein, le but. C'est la commune de Gève qui va être contente. Et par contre, les élus, donc, on a bien vu hein, l'évolution des découpages au fil du temps, mais les habitants n'y comprennent rien. On dit tiens, le canton de Ligné raccordé à Nord-sur-Erne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va à Erdre-Gève, on n'est plus à la compas, qui va gérer nos déchets, comment ça se passe? Donc c'est le flou artistique. Et là, à 3 semaines de l'élection, il est peut-être temps de leur expliquer? Alors là, on essaie de leur expliquer, mais vous savez, il y a des gens qui vont aller voter le 22 mars et le jour avant, ils ne savent pas encore qui vont voter. Est-ce qu'il va y avoir justement un changement de compétences entre les intercos, le nouveau découpage des cantons? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va bouger? Est-ce qu'on va redessiner finalement les intercos? Alors, la loi va nous obliger à la redessiner. Moi, je fais partie d'une commission départementale, je faisais partie de la commission départementale, la CDCI, commission de coopération intercommunale, voilà, qui a pour mission, en fait, de réduire de façon drastique les syndicats. Il y avait 120 syndicats en Loire-Atlantique, syndicats mixtes, syndicats de rivière, les CIVOM. Et là, on est retombé à peu près à 70, ce qui est cohérent, en fait. Hein. C'était aussi, voilà, une cohérence de territoire, mais je reviendrai sur les intercommunalités après. Il y avait par exemple sur le bassin versant de l'Erdre 3 ou 4 syndicats de rivière. Donc il suffit que l'on fasse des travaux au milieu et qu'on n'en fasse pas en amont ou en aval, je ne vois pas l'utilité. Donc avoir une compétence générale sur un bassin versant, ça a toute sa cohérence, c'est vrai. Ça tient la route. Hein, ça tient la route. Par contre, sur les intercommunalités, donc la loi va obliger les intercos à être un minimum de 20 000 habitants, sauf peut-être dans les secteurs de montagne. Mais même en Loire-Atlantique, il y a 5 ou 6, plus que ça, 7 intercommunalités qui ont moins de 20 000 habitants.
C'est pas en termes de population qu'il faut regarder ça, c'est en termes de bassin de vie en fait. Si je prends l'exemple de la commune de Derval, qu'est-ce que la commune de Derval a à faire avec le Grand Fougeray, où vivent bien leur interco là-bas, donc voilà, c'est plutôt voilà, un bassin de vie qu'il faut réfléchir. Moi, sur le territoire du Pays d'Anthony, on a eu la chance donc d'avoir des élus, Charles-Henri Cossé-Puissac et Édouard Landrin à l'époque, qui avaient réussi à regrouper 5 cantons, 60 000 habitants, 29 communes. Donc ça c'est la taille, c'est la bonne taille. Moi je trouve pas ça ni trop grand ni trop petit. Les gens se connaissent, voilà. Et puis la difficulté dans une intercommunalité, c'est quand la ville-centre a un trop gros poids. Bien souvent, hein, on voit que la ville-centre, c'est 50% de l'ensemble de la population. Et là, forcément, il y a des écarts entre les élus. Et puis des compétences un petit peu différentes. Nous, sur Ancenis, 60 000 habitants, Ancenis, 7 500 habitants, Ligné 5 000. Voilà, on a les mêmes soucis, et puis même si il y a un poids plus fort quand même sur Ancenis. Oui, bien sûr. Moi, j'avais une autre question un petit peu en rapport avec le Front National, finalement. Est-ce que, comme Manuel Valls, vous pensez que les agriculteurs n'ont pas vocation à voter Front National ? Je ne comprends pas bien pourquoi les agriculteurs votent Front National. Voilà, franchement, les agriculteurs... Pourquoi par rapport aux aides européennes, etc. Vous dites ça ou... Bon, après, non, mais les agriculteurs, ce sont des chefs d'entreprise, donc ils sont au même titre que les artisans. Ils ont à gérer une entreprise, ils ont du personnel, ils ont du matériel. Non, je ne vois pas pourquoi les agriculteurs voteraient plus Front National que les autres. Bon, après, mais c'est peut-être la réalité, j'en sais rien. Je ne trouve pas ça cohérent. On va passer à un autre sujet, on va passer à... Alors, justement, on en parlait là, excusez-moi Philippe. Non, mais je t'en prie, vas-y. On en parlait, on fait comme si vous n'étiez pas là, excusez-nous. On parlait d'interco, alors justement, c'est une grosse interco quand même que vous avez avec la Compa. J'ai trouvé un sondage sur le site de la Compa qui explique que 70% de la population interrogée s'estime appartenir au Pays d'Ancenis. Alors, je peux vous dire que je n'ai vu ça sur aucune interco. Ça veut dire qu'il y a vraiment une reconnaissance et une identification. Alors, vous expliquez ça comment? Parce que c'est très compliqué que la population se sente proche de son intérêt, et surtout appartenir au pays. Je vais juste rappeler les chiffres un tout petit peu. Vous l'avez dit, 29 communes dans cette intercommunalité, plus grande en superficie avec 791,41 km². Vous êtes même devant Nantes Métropole. Dans ces termes-là, habitants et superficie, et Ligny, donc est la deuxième commune de cette intercommunalité, donc le Pays d'Ancenis, future capitale de Loire. Des Pays de la Loire. Oui, tant qu'à faire. J'allais de la Loire Atlantique, mais Pays de la Loire, si vous voulez. Carrément. Ouais, le sondage est surprenant et intéressant. On a fait une étude globale sur le Pays d'Ancenis, étude économique, étude urbanistique. Et en fait, on a interrogé donc tous les élus et le nombre d'associations. Et en fait, il est ressorti que le Pays d'Ancenis est un pays équilibré. En fait, il y a une histoire à ça. Il y a l'histoire des entreprises sur le secteur, des petites entreprises familiales qui sont restées en fait. Lorsqu'on prend Manitou, qui est pro et faucheux, donc Manitou, eh bien, les patrons sont toujours présents, c'est toujours des intérêts familiaux. Terrena, même chose. Terrena, c'est ici, donc de Saint-Marc-la-Jaille. Et puis ça grossit, mais en fait les gens dans les petites succursales qui étaient disséminées sur le territoire se sont groupés, se connaissent, les gens se connaissent en fait, c'est ça, et se côtoient. C'est pour ça qu'ils s'aiment bien. Et puis déjà, c'est déjà presque le Maine-et-Loire, c'est la douceur angevine qui arrive là, auprès d'Ancenis, c'est peut-être ça. Enfin, il y a d'autres coins en France où on est fait très bon vivre aussi, et pourtant c'est pas aussi simple que ça les intercommunalités. Oui, et puis on a quand même un attrait touristique, on a la chance d'avoir la Loire, on a l'Erdre, la haute vallée de l'Erdre, donc c'est sympathique, c'est un pays apaisé. La Loire ou sur laquelle on peut faire du ski nautique ou pas sur cette partie-là? Plutôt Vireau. Voilà. Mais moi je suis arrivé par hasard ici dans le territoire, donc ça me fait bien. Par hasard. Non, je suis Morbihanais et mon épouse est du Doubs, donc on s'est retrouvés à l'école à Nantes. Donc voilà, sur le coup c'est pas le centre. C'est pas le centre. C'est le centre d'ailleurs. Et donc je suis arrivé vraiment par hasard par une annonce dans le journal et j'ai construit donc à Ligné. On devait y rester normalement 5 ans et repartir dans le Morbihan. En fait, voilà, on y est toujours. Et bien. Tu parlais de bassin d'emploi, effectivement. Oui, vous le disiez, vous avez des grosses entreprises.
Vous parlez effectivement de l'attrait du territoire, les gens restent. Est-ce qu'aujourd'hui il y a de nouvelles entreprises qui s'installent? Alors est-ce que la proximité de l'autoroute est la seule raison ou pas? La proximité de l'autoroute joue forcément. Je cherche le nom de l'entreprise qui était à Carquefou. Je vais me faire huer par mes collègues, mais qui a beaucoup, vous savez, à Carquefou et qui s'est installé à Ancenis. Oui. Ça va me revenir après. Avec les fruits et légumes. Voilà, les pommes. Voilà. Donc le fait de la proximité de l'autoroute, c'était forcément un atout. Et puis on a l'autoroute, il y a le train. Et là, je vous parlerai, si vous voulez, de ce qui va se passer au niveau de la SNCF, mais ça va être un atout aussi important pour notre territoire, avec des navettes TER, Ancenis-Nantes, Nantes-Ancenis. Donc tout ça ramène donc notre activité. La difficulté qu'il y a sur les territoires un peu éloignés de Nantes, parce qu'en fait, Nantes, il y a un service différent que l'on peut avoir. Et les cadres qui travaillent sur Ancenis, certains habitent sur le territoire, d'autres habitent sur Nantes, mais c'est pas très loin. Et puis en fait, les liaisons routières et puis ferroviaires sont tellement simples qu'en fait, ça pose pas de problème. C'est pas compliqué. On est à 20 minutes de Nantes à peu près. À 20 minutes de Nantes en train, je parle moi. 20 minutes de Nantes, 30 minutes d'Angers. Et le train, effectivement, on se rend compte que c'est une solution sacrément alternative à la voiture, et effectivement en pays d'Ancenis en particulier, parce qu'il y a une sacrée fréquentation de la gare. Il y a quelque chose à dire sur la SNCF. C'est la gare régionale la plus importante des Pays de Loire. Alors, je vais dire du bien des gens de la région, alors que ce sont des gens qui ne sont pas forcément de la promotion politique comme quoi. C'est ça le centre, il y a des gens très bien. C'est exactement le centre. La région a fait un effort important donc en termes de TER. Et il y a donc un programme important entre donc, la région, la ville d'Ancenis, la communauté de communes, la SNCF et RFF, même si maintenant c'est un peu lié, pour créer une troisième voie au niveau d'Ancenis, pour que le cadencement des TER ne soit pas le cadencement des TGV ne soit pas perturbé par les TER, et il y aura donc un afflux de TER supplémentaire avec rénovation de la gare. Donc c'est un projet près de 20 millions d'euros que pilote la région. Et donc, même chose, le pays d'Ancenis a une petite particularité. Ancenis est en bordure de Loire. Et en fait, l'attrait, il n'y a pas que les habitants du pays d'Ancenis, il y a tous les Mauges qui aussi viennent donc sur notre territoire pour l'emploi, pour le scolaire. Ça, au-delà des 60 et quelques mille habitants, ça draine quand même une population qui approche les 100 000 habitants. La gare d'Ancenis, c'est 2618 montées et descentes enregistrées en 2013. On va peut-être parler un petit peu d'environnement, Maurice Perriand, parce qu'il y a un projet d'éolienne qui se prépare dans la communauté du pays d'Ancenis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, c'est un sujet que je connais parce que l'évolution des lois, c'est toujours un petit peu compliqué. Il y a 5 ou 6 ans, donc lorsque de Villepin a annoncé qu'en fait que le coût de l'énergie, donc pour les éoliennes, est plus important, il a été créé des ZDE, des zones de développement de l'éolien, avec des règles bien strictes, donc à 500 mètres des habitations, avec voilà. Et donc on a travaillé sur ce dossier-là. Sur le pays d'Ancenis, on avait 18 dossiers de près, et lorsqu'on a regardé toutes les contraintes, donc le radar météorologique de Treillières, il y a donc les couloirs aériens pour les avions, il ne nous restait plus que 11 dossiers. Et puis, il y a quelques années, terminé, les Z2 n'existaient plus, donc on pouvait faire des zones éoliennes un petit peu partout. Et donc, on est passé de 5 ou 6 éoliennes, on peut en avoir plus que 2 ou 3. Sur le territoire d'Ancenis, donc on en a 11 en cours, il y en a une sur Ligné. Alors il y a deux types de projets, de porteurs de projets. Il y a les projets, les porteurs de projets privés, et puis il y a les projets citoyens. C'est ça, la dynamique citoyenne, financement participatif même, contrôle et coopération des habitants. Complètement. Donc ça a été initié sur le pays de Vilaine, tout d'abord avec des éoliennes sur Bégane, et là donc ça c'est l'initiative des gens du pays d'Ancenis. Ça a dû débuter au Cellier d'ailleurs. Et puis voilà, donc sur Ligné, c'est un projet privé qui a été porté au départ, mais là il y a des projets sur Taillé et sur Herbe. Le conseil municipal de Ligné avait voté, non, en 2010, en faveur de... Sûrement, nous sommes très, très avant-gardistes. Mais vous n'étiez pas maire de Ligné en 2010
En 2010, c'est depuis 95 je suis. Voilà, c'est ça. Ça a été simple. Est-ce que c'est simple, vous pensez, de mettre en place ce type de projet? Parce que comme vous le disiez, on est tous pour l'éolien, pourquoi pas, mais pas chez nous en fait. C'est pas si simple que ça. Je reparlerai après des panneaux photovoltaïques, si vous voulez bien, mais au sol. Au départ, hein, lorsqu'un projet éolien se met en place, le bureau d'études ou la société qui monte le projet, en fait, son seul but, c'est de trouver un site, de se mettre d'accord avec les propriétaires locataires, d'avoir toutes les autorisations et de donner le projet à quelqu'un de plus important. Donc, en fait, il y a quand même une manne financière derrière c'est un peu surprenant. Mais bon, j'imagine que... C'est opaque, hein. Ou la Trinité, je sais pas, mais... Ça, c'est pas que des bonnes raisons derrière. Non, pas toujours, je pense. Par contre, les panneaux photovoltaïques au sol, j'ai eu un petit souci il y a quelques années. J'avais prévu de faire un champ de panneaux photovoltaïques sur 10 hectares, parce que je pensais que c'était intéressant. On enlevait, qu'on parle d'environnement, hein. On n'enlève rien à l'agriculture, parce que l'idée, c'était d'avoir des panneaux voltaïques sur des donc à 1m20 ou 1m30 de haut, 2 mètres, et puis pouvoir mettre des boutons dessous, parce que c'est la capitale du mouton, donc les boutons on pouvait aussi se balader en dessous. et tout ça c'est arrivé en fait d'une idée donc que j'ai eue avec ERDF pour positionner ce parc donc de panneaux photovoltaïques sur la déchetterie de la coutume. Donc et comme la coutume, la fin de vie s'est prévue pour 2017, on s'est dit on va mettre ça. De toute façon c'est un culte. On n'a pas pensé, donc pour les pieux, ça allait donc endommager les membranes, et puis donc c'est pour ça. J'ai ramené le projet surligné. J'ai eu une volée de bois vert par les agriculteurs. C'est là que je me suis rendu compte qu'à Ligné, ils avaient de très beaux tracteurs, donc ils étaient dans la rue de la mairie, mais je leur en veux pas, on s'entend quand même, il n'y a pas de souci. Ouais, donc c'est pas forcément simple à mettre en place ce genre de choses. Pourtant, ça peut apporter pas mal au pays d'Ancenis. C'est d'ailleurs que, en fait, il faudrait que l'énergie qui soit produite par les éoliennes puisse être comptabilisée sur un territoire. Mais comme on rejette donc l'ensemble de l'énergie dans un poste 90 000 qui est disséminé, donc il faudrait pouvoir calculer et dire voilà, on va produire avec 5 éoliennes de l'énergie pour 5000 habitants. Bon, là c'est parlant en fait. Là, ça parle forcément aux gens, hein, parce qu'on voit que 5 ou 6 éoliennes sur votre territoire avec une production annuelle, ça équivaut à la consommation moyenne de 15 à 20 000 ménages. Ouais, c'est ça. Oui. C'est pas inintéressant. J'avais un dernier point. Juste un sondage dans la commune régulièrement sur des implantations nouvelles comme ça, sur des idées novatrices pour le développement. Alors, la première chose que j'ai fait quand j'ai été élu maire en 1995, c'est de faire une étude urbanistique. C'est sans doute un dérapage de mon travail. Hein. Donc on a fait une étude urbanistique et on a positionné tout. Les routes, les lotissements, le plan d'eau, les écoles, on avait tout positionné. Là on arrive au bout, on a presque tout fait et donc je relance une étude, donc là plutôt dans le centre-bourg proprement dit, et donc une étude commerciale. Liée avec une étude commerciale, ça va permettre donc de terminer, je pense que vous surlignez, c'est à peu près cohérent sur le territoire, mais le centre-bourg n'a pas encore, n'a pas de gueule. N'a pas d'âme. N'a pas d'âme, c'est clair. Voilà. Ça veut dire que vous re-signez pour 20 ans alors là pour la commune. Il reste encore 5 ans déjà. Un dernier point. J'aime bien les gens, donc forcément. Un dernier point en matière d'environnement et la transition avec le sujet suivant qui est ligné justement sera toute trouvée. Votre conseil municipal a voté, vient d'adhérer au comité 21 en janvier dernier. Ça apporte quoi à votre commune et à vos habitants? Et puis ça oblige aussi vos habitants à quoi? Ça oblige à réfléchir, parce qu'en fait le comité 21, donc, qui est piloté par une de mes adjointes qui est très au fait du sujet, travaille donc dans sa commission, ramène des idées, et donc voilà, on dit au niveau du conseil municipal, donc ça interroge, ça interpelle, et puis on organisera des réunions publiques donc, sur le sujet, ça permettra donc, pour expliquer aux habitants comment ça fonctionne. Tout à fait. Vous pensez que l'écologie, c'est de gauche? C'est surprenant, je ne comprends pas que les écologistes soient toujours de gauche. Comme si nous, les centres, par exemple centristes, ou les gens de droite en général, on était là pour détruire la nature. C'est surprenant. L'écologie, c'est de gauche, tiens donc. Vous n'avez peut-être pas su montrer que vous vous en préoccupiez. Ben, bien sûr que si, tous les jours.
Mais si, mais si. À part qu'à gauche, il y a un parti politique. C'est normal, la gauche, la gauche est un parti, mais les écolistes ne sont pas forcément, n'ont pas que des idées de gauche. J'imagine qu'ils ont des idées générales, et je ne comprends pas qu'ils sont toujours associés à la gauche. Franchement, ça m'a toujours interpellé, ça. Ah oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, donc, mais moi j'ai la chance alignée d'avoir le directeur régional de la LPO, et presque le président de la Chambre d'agriculture, donc tout va bien. Donc comme ça, je suis bien au fait. Dès qu'il y a un problème, on me saute bien entouré. On va donc s'intéresser, comme je le disais, à vous et à votre commune de Ligné. Donc, vous le rappelez, vous êtes maire depuis 1995. Vous avez remporté la mairie finalement haut la main en dernière municipale l'année dernière. Un plébiscite, Philippe. Exactement, c'est un plébiscite, même 78,66% des voix contre Olivier Grillet, comme le disait Maïté. Oui, c'est un plébiscite. Ça veut dire quoi? Que vos habitants en fait, sont ravis, que vous faites du bon boulot, que les services municipaux fonctionnent, enfin tout va bien, quoi. Je pense qu'on a fait du bon travail, effectivement, et puis on ne fait pas de politique voilà, à outrance, hein, sur Ligné, nous sommes des gens des modérés, et puis c'est bien qu'il y ait donc aussi des candidats en face. Moi, j'ai été élu par hasard en 1992, conseiller municipal. Par hasard, vous étiez pas présenté en fait. Non, mais vraiment par hasard, parce qu'en fait, le maire de l'époque, il y a eu un petit souci, donc il y a eu une démission, réélection en cours de mandat. Donc le maire refait sa liste, l'opposition fait la liste, et puis nous, un bande de copains, la troisième liste, voilà, on se présente. Et on est élu donc en 92 en conseil municipal, et puis on a continué depuis. Donc c'est vraiment moi c'est vraiment le hasard, parce que s'il n'y avait pas eu, entre guillemets, ce push-là, les gens qui étaient là à l'époque, hein, que c'est d'un côté ou de l'autre, c'était des gens compétents et auraient suivi. Bon, j'ai pris un peu le pas. Vous avez toujours voulu faire de la politique? Non, mais j'étais dans le milieu associatif, donc voilà. Donc il n'y a qu'un pas en fait. Jean-Louis Roger, il y a quelques temps, nous disait que non, que c'était pas une évidence, que c'était pas une obligation, mais on se rend compte que finalement il n'y a qu'un pas. On connaît des gens aux écoles, on connaît des gens dans les associations, puis après, vous savez, on nous sollicite, donc si nos amis nous demandent, on dit oui. Hein. C'est ce qu'on appelle un réseau. La politique, c'est une histoire de réseau et d'amis en fait. Oui, quand même. Il y a du réseau, et puis voilà, il faut aimer les gens en fait, et puis ça se fait automatiquement, simplement. Alors justement, donc, vous dirigez cette commune, vous menez cette commune, cette commune depuis pas mal d'années, et moi je suis étonnée. Votre restauration scolaire est la plus basse du coin. Vous avez, la fréquentation régulière est à 3,60, fréquentation occasionnelle à 4 € et fréquentation exceptionnelle à 5 €. Le prix du repas. Le prix du repas. Alors d'abord, félicitations. La mère que je suis aurait aimé payer ce prix-là pour mes enfants. MERE. Comment vous faites? Vous faites les repas vous-même? Je vais vous décevoir, parce qu'en fait, c'est une association qui a géré ça pendant des années, donc ils l'ont forcément bien géré. Nous, on l'a repris dans le giron communal. C'est pas certain que ça reste au même prix, mais voilà. Je suis contente de vous entendre dire ça. Parce que justement, j'ai vu, parce que je suis allée gratter sur vos conseils municipaux, et j'ai découvert que vous n'avez aucun service municipal dédié à l'enfance, que ce sont des associations toujours qui gèrent ça. Alors pourquoi? Parce que c'est rarissime maintenant. Pourquoi? Et par contre, j'ai vu sur votre débat d'orientation, parce que j'ai continué, hein, que vous avez signé en février, j'ai vu que vous étiez en perte d'autofinancement, que vos dépenses augmentaient et que vos recettes baissaient. C'est partout en France, hein. Vous savez, la DGF, non, l'autofinancement, il est par exemple, vous subventionnez ces associations qui gèrent les services donc, à l'enfance. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de logique à mettre en place un service municipal? Non, parce qu'on a la chance d'avoir un CIVOM, un service à vocation multiple. Celui-là, vous l'avez gardé. On l'a gardé. Celui-là, vous l'avez gardé. D'accord. Il travaille sur le canton, 4 communes en plus, donc c'est facile à gérer. Et c'est donc les communes abondent donc financièrement CIVOM à hauteur de 130 000, quand même, c'est pas la commune de Ligné. Hein. Et donc, eh bien, après, je pense que les gens qui sont au CIVOM ont plus de compétences que nous pour déterminer les besoins des associations, à mon sens. Parce que en fait, c'est leur vocation première. Nous, on a une multitude de compétences, et bien entendu, les maires siègent aussi au CIVOM, donc c'est fait donc, sur l'ensemble du territoire. Mais l'autofinancement de la commune, effectivement, alors, on a des taux d'imposition qui sont normaux par rapport à vos territoires. Par contre, on a des bases locatives très faibles.
Donc c'est ce que j'explique au conseil municipal, là, donc on doit dans les dossiers budgétaires, des bases donc, très faibles. Donc on va augmenter les impôts cette année. Pour arriver, c'est très honnête. On doit être à 25, dans la même strate de population, on est au moins 20% en dessous des communes de même strate. Et on va pas forcément, quand dans la presse, hein, c'est le taux qui va sortir. Mais moi je travaille plutôt sur le produit en fait. Et je fais des comparaisons avec les communes aux alentours et des communes de même strate de population que nous. On est à presque, j'ai calculé, hein, la commune la plus proche, qui a 4500 habitants, ils ne vont pas se reconnaître, ils ont 480 000 euros de plus de produits de taxes d'habitation supérieurs à nous. On a eu donc je reviens sur l'endettement quand même, là. Sur le pays d'Anceny, on a été très avant-gardiste pour mettre la TPU en place, la taxe professionnelle unique, dès 1999. Et donc ça permet aussi d'avoir un montant de TP sur lequel on peut s'adosser tous les ans. Il y a une augmentation, c'est réel. On ne peut pas baisser, donc c'est un pot commun, donc c'est ça aussi la solidarité. Donc on n'a pas une TP énorme. Par contre, on a toujours fait des investissements importants. Et dernier investissement, après c'est des choix, vous savez, moi on a fait des investissements sur la culture, on a fait beaucoup d'investissements sur le scolaire, on a créé donc un groupe scolaire pour plus de 2 300 000 euros, alors qu'on a une mairie qui est coincée dans une rue avec des bungalows derrière pour les salariés, c'est presque lamentable pour une commune aussi belle que Ligné, n'est-ce pas, d'avoir une petite mairie. Mais on va changer ça. Ça c'est dans le projet du centre-bourg. Centre-bourg d'aménagement. D'accord. Donc l'autofinancement, en fait, on n'en a pas, et puis les dotations vont baisser. Donc là, on perd 65 000 euros donc, cette année, mais c'est cumulé, donc 120 000 l'an prochain et 180 000 dans 2 ans. Donc on a un plan pluriannuel depuis toujours, hein, qui nous montre bien jusqu'où on peut aller. J'ai vu en 2020, vous êtes en négatif. Sur l'autofinancement, je crois que vous affichez moins 25 000, quelque chose comme ça. Ah oui, mais vous savez, entre un budget prévisionnel et puis... moi, j'avais un adjoint qui était grand chef d'entreprise, c'est M. Leduc qui avait 300 salariés. Lui était un naturel pessimiste et moi d'un naturel optimiste. Donc on arrivait toujours à s'arranger quand même au bout du compte. Lorsqu'on votait le compte administratif, on dit ben voilà, cette année on en passe encore pas mal, quoi. Ça fait un peu balle au centre. Voilà, oui, vous en revenez toujours. On y revient toujours. Alors, ceci dit, concernant les services municipaux, je me suis permis d'appeler les associations, enfin l'association, d'accord. Devant laquelle, en fait. Et en fait, il s'avère quand même que pas mal de familles réclament un service municipal à l'enfance, estimant que le service serait plus de proximité et que c'est du rôle de la mairie. Oui, mais bon, si ça fonctionne bien. Alors là, on vient de reprendre le restaurant scolaire. Bon, les gens nous disent, l'association va continuer, comme ça on pourra décider du choix du prestataire, du choix des repas. Ben non, quand c'est municipal, c'est municipal. Et pour l'enfance-jeunesse, on a un service, moi je trouve qu'il fonctionne pas mal. Il y a certainement des carences, hein, mais nous sommes très présents et les adjoints, alors moi j'arrive très bien à faire travailler mes adjoints, ils sont tellement compétents, qui sont à toutes les assemblées générales, et les remontées qui sont faites le jour des assemblées générales, on essaie de s'adapter, et voilà. Mais je comprends que des parents des nouveaux arrivants auraient envie d'avoir, seraient plus clients qu'acteurs. Donc c'est bien aussi que les associations soient actrices. Tu ne vois pas ? Oui, mais c'est vrai qu'on a l'habitude quand même, ne serait-ce que financièrement. Est-ce que ça ne coûterait pas moins cher aux familles si c'était municipal? Ah bah non, ça coûterait plus cher, parce qu'il faudrait plus de personnel. Là, on vient de travailler sur la réforme des rythmes scolaires. Là. Même si on est une commune qui a beaucoup plus de dotations que les autres, on est à 90 euros de dotation par élève. Donc l'État nous reverse 38 000 euros et ça nous coûte 84 000 euros. Donc ça fait de la différence. Donc on ne pourra pas non plus continuer à... On nous impose donc des lois, on nous impose donc des textes qu'on applique bien entendu, mais voilà, il n'y a pas la contribution, on n'a pas de contribution financière. On va chercher le mot, contrepartie, donc qui va avec. Donc c'est quand même un petit peu anormal. Donc à un moment, il faut trouver des solutions pour que ce soit payé par, non pas l'ensemble de la population, mais par les gens
fonctionne. Il y a plusieurs projets effectivement dans votre commune, une piscine, un nouveau centre de secours, un conseil de jeunes aussi, j'ai vu ça. Ils se mobilisent, les jeunes, ça les intéresse vraiment ça de participer à un conseil de jeunes? Je sais que certaines communes, dont par exemple Sucé-sur-Erdre dont on est, ont essayé, ça n'a pas forcément fonctionné. Alors, dans les programmes politiques, on a réussi, je pense, à mener à bien tous nos programmes. Sauf le Conseil des jeunes, où on le prévoit depuis 1995. Oh, bon, il y a de la marge bon, encore. le vote va avoir lieu au mois de juin, ça y est, c'est en place, donc c'est bon, ouais, on y est. Alors après, il faut trouver le bon maillage, donc il faut savoir vraiment quel jeune on veut cibler, donc il faut maintenant la parité, hein, bonne répartition entre les élèves du privé et les élèves du public. Et puis les niveaux, quoi. Donc c'est pour ça que un peu de CM1, un peu de CM2, mais aussi des 6e, voilà, pendant un certain... Et après, il faut bien régler pour que les 6e ne restent pas trop longtemps. Donc voilà, il faut trouver le bon niveau. Et puis la régularité des réunions que l'on va organiser, donc il faut bien calé auparavant. Là, on y est, donc dans le Conseil des jeunes. Voilà, mais c'est comme tout, vous savez, on a toujours envie d'innover, on a envie aussi qu'un marché fonctionne bien, un marché dominical par exemple, et puis ben, on peut faire tout ce qu'on veut. S'il n'y a pas de client qui est là, ben, ça fonctionne. Ça ne sert pas à grand chose. De fait, vous êtes près des jeunes ou pas? Vous les connaissez en tout cas? Alors, certains que je connais, je préférais pas les connaître, mais quand je passe vers 23h, je leur tire un peu les oreilles. Mais autrement, les jeunes, oui, je les connais bien, puisque je fais des rencontres civiques tous les ans. Donc, je prends une journée où je reçois pendant une heure et demie, donc chaque niveau de classe. Et puis ça se passe bien. Donc, puis dans la rue, on côtoie facilement, donc ça va. J'ai vu autre chose dans les projets, Maurice Perriand, il y a l'installation de caméras de vidéosurveillance. Il y a beaucoup de délinquance alignées, ou c'est juste pour poursuivre les taggers? Qu'est-ce qui se passe aligné, dites-nous? Là, on a eu de la délinquance à un moment, on n'a plus de délinquance, c'est pas non plus... mais des champs de cannabis ou pas? Ah, on les voit pas. On les voit pas, on les connaît pas. Sans doute des petits c'est pas des petites lampes sans doute bien traînées, comme partout, mais non, on n'en voit pas. La vidéosurveillance, en fait, c'est parce qu'il y a quand même pas mal de dégradation autour des écoles, donc c'est pas non plus c'est des caméras sophistiquées. Mais, c'est les caméras qui parlent, là, quand on installe dans le sud ou à Londres? Non, c'est des caméras infrarouges, mais après on aura quand même quelques personnes à piéger. Des personnes à piéger, vous avez dit? À piéger, oui. À piéger. Vous allez tendre des pièges? Ce ne sont pas des pièges au sol, hein, mais interpeller, pardon, voilà, interpeller, c'est mieux. Non, il n'y a pas forcément de grosses délinquances, mais enfin, c'est toujours agaçant d'avoir la détérioration de matériel, et c'est souvent les mêmes. Quoi, donc. Il y a aussi un collège chez vous, Maurice Perriand, Agnès Varda, et ça va pas fort avec eux, a priori. Ils sont pas très en forme, les enseignants et le personnel, parce que c'est un établissement conçu pour recevoir 600 élèves, maximum 700, et on prévoit pour la rentrée prochaine 838 élèves. Alors on va les mettre où, les gamins? Ça déjà, c'est une question. Est-ce que vous comprenez la grogne qu'il y a eu effectivement le mois dernier maintenant dans ce collège? Alors, je peux comprendre la grogne, mais ça aurait pu se passer un petit peu autrement. C'est effectivement un collège 600, extensible à 700. Bon, déjà. Donc c'est 700. C'est ça. Il y a eu donc... moi je pensais qu'avec la construction du collège d'Éric, on aurait pu avoir une régularité importante. Non, parce qu'en fait, tout dépend de la carte scolaire aussi. Il suffit d'enlever une commune et puis de la faire régler. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, ça serait quand même dramatique. 838 en prévision pour la rentrée prochaine. En prévision, bien sûr. C'est pas une prescription encore. Pour l'instant, donc on a deux collèges, un collège privé et un collège public. Le collège privé a beaucoup baissé parce qu'en fait, les assistants, sont un peu plus vieillissants, donc il y a aussi l'attrait du collège public. Sur ce collège-là, il y a eu, donc depuis sa création, 3 classes supplémentaires qui ont été construites, qui sont bien intégrées dans le paysage. Moi, je critique personne sur le coup. On ne va pas dire que c'est le Conseil général qui a mal ciblé les choses, parce qu'il y a eu on rappelle que c'est la compétence effectivement du futur conseil départemental. Oui, non, je pense que ça va
s'apaiser là. Donc, Ouais. mais il n'y aura pas 838 à mon Non, vous ne sens. pensez pas, parce que sinon, ça Non. ferait de ce collège-là le deuxième collège de Loire-Atlantique, quand même. Ah, quand même. Ah, putain, quand même, si. Ouais, ah ouais. C'est Parce qu'en mon fait, cher en fait, confrère du en fait, Ouest France qui disent. aligner les gens s'aiment. Mmh. C'est pour ça. Il y a beaucoup C'est d'élèves. donc voilà, donc ils veulent tous aller dans ce collège à Nézorda. Donc vous pensez sérieusement que ça va se régler, Non, qu'il n'y aura ça pas va se régler, forcément ça va se 838 gamins. Et puis les enseignants, on peut comprendre que Oui. ça peut être compliqué à dispenser les cours, malgré tout. Parce que ça a des conséquences après, oui, sur la bien sécurité entendu, des bien gamins, entendu. sur l'utilisation du CDI, les sorties scolaires, etc. Ouais, ça encore ça peut se gérer, mais sinon après il y a la cour qui n'est pas, Oui, ça oui, peut aussi, pas voilà, adapté. bien sûr. Les installations sportives Oui. ne seront peut-être pas non plus suffisantes. Alors par contre ça c'est bien notre ressort, donc on est bien au fait donc, des problèmes. Non mais les enseignants, on a eu la chance d'avoir l'inspecteur d'académie qui est passé donc, il y a quelques temps. Il y a eu une rencontre avec les enseignants. Voilà, ça va être apaisé. Ça, Puis, d'accord. il y aura du personnel mis à disposition. C'est il y a quelque pas de chose souci. qui s'apaise. Alors, justement, par rapport aux établissements scolaires, quel est votre programme, vous, au niveau local habitat? Qu'est-ce qui se passe? Combien de constructions par an? Est-ce que vous adaptez un taux, construction sociale, etc. Alors, l'idée fait partie du pays d'Ancenis, donc on a un schéma de cohérence et d'orientation territoriale, le SCOT, qui définit justement le nombre, entre autres, le nombre de logements sur chacune des communes. Vous savez, auparavant, dans les plans locaux d'urbanisme, il y avait donc des terrains qui étaient mis à la construction et qui étaient possibles donc, pour des extensions multiples. Dans le SCOT, on a obligation d'avoir des surfaces de terrain qui sont prévues pour 12 ans. Et donc le plan local de l'habitat nous oblige, on l'a réglé entre nous, donc Ligné par exemple, c'est 180 maisons sur 6 ans. Voilà. Donc c'est moins que ce qui se faisait. Donc, et sur l'ensemble des communes donc, du territoire d'Ancenis, on a géré, on n'a pas regardé forcément par commune, mais par bassin de vie, toujours par bassin de vie, parce que c'est ce qui est intéressant. Et puis les logements sociaux vont s'adapter, c'est le prorata du nombre de logements qui sont créés, donc calé sur le plan départemental de la ville. Vous restez dans les clous. On reste dans les clous. Et puis après, il y aura sans doute des communes qui auront un peu plus de besoins. Donc il y aura, c'est ce mot à la mode, là, une revoyure au bout de 3 ans. Une revoyure. Une revoyure. Et là, on va parler du logo de la ville de Ligné. Bon, déjà, il manque le mouton sur le logo de la ville. Je rappelle que vous êtes maire donc, de la ville qui accueille la fête des moutons. On en a parlé au début de l'émission. Vous l'avez même créée en 97, cette fête. Ligné était ou est toujours la capitale ovine des Pays de la Loire, de la région. Donc il y avait peut-être plus de moutons à une époque que d'habitants, effectivement. Vous êtes fier de cette fête? Ah oui, je suis fier parce qu'en fait, l'idée c'était d'associer une fête à la ville ou à la commune. Et donc, c'est venu naturellement avec quelques éleveurs et des associations. C'était que, enfin, le but c'était que toutes les associations de la commune puissent se retrouver sur un sujet précis. Donc 500 bénévoles quand même, ça fonctionne bien. C'est énorme. Voilà. Et puis avec des finances intéressantes, et puis des répartitions aux associations, donc tout le monde s'y retrouve en fait. Ouais. Et le logo là? C'est une belle fête populaire. Non, moi je disais juste qu'il manque le mouton sur ouais, le logo de la ville. Alors, le Maïté logo, va moi, je vais compliquer. vous parler Ouais, de compliqué. mais attends, le logo, je vais vous le dire, parce que le logo en fait, il y a un trait bleu, c'est la Loire, C'est la et Loire, l'herbe, et Ligné, le point au milieu. et le point Voilà, central, par rapport au à centre. Nantes. Voilà. Voilà. Au centre, Et toujours au les centre. deux lignes, c'est l'embouchure, c'est Nantes. Voilà, J'ai lu ça, je trouve ça d'une poésie. C'est vous qui l'avez pondu? Sûrement pas. Non. Mais non, Poète, non. c'est forcément un adjoint qui a trouvé ça. Ou une adjointe, bien sûrement. Moi, ceci dit, donc j'ai découvert que vous n'utilisez plus votre blason, mais ce nouveau logo. C'est bien dommage, parce que moi, votre blason, il y avait quand même la formule qui dit Fidelis ac firmus ut lignum. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Fidèle et fort comme un chêne. Parce qu'en fait, l'emblème de Ligné, c'est le chêne. Et donc, avec des besoins d'argent, donc non, c'est ça, fier et humble comme un chêne, ou fier et fort Alors, comme un chêne. voilà, ça peut être Ouais, c'est fidèle et solide comme le bois, ou bien fidèle et ferme comme Ligné. C'est beau. C'est là aussi encore plus. Lignéum veut dire chêne, je crois. Voilà, tout à fait. Bien. Vous êtes également président des maires du 44. Il n'y a pas de transition. Ça sert à là. quoi? Oh là là, la vilaine. Quoi? Non, mais c'est vrai, c'est sympa d'être maire des maires en fait. C'est super mère.
Non, non, en fait, l'association des maires existe depuis très longtemps. Donc, il y a l'association des maires de France, qui a toute son utilité. Et on le voit bien en ce moment pour discuter avec le gouvernement. Il y a donc les maires de Loire-Atlantique et il y a donc des maires de territoire. Il y a 6. C'est une association fédérative. Ouais. Ça veut dire qu'on ne fait pas de politique, normalement. Il y a des maires de tous Voilà, bords. de tous bords. Et donc, c'est l'association des maires et des intercommunalités. Et en fait, D'accord, donc dedans il y a aussi les présidents d'Interco, oui. d'Interco. Voilà. D'accord. Et donc, en fait, ça permet donc de défendre les intérêts des maires et des présidents d'intercommunalité, et puis avoir des relations privilégiées donc, avec la préfecture et tous les organismes qu'on peut imaginer sur le territoire, le conseil général, et lorsqu'il y a voilà, des sujets à discuter sur des nouvelles lois, bien, nous sommes très présents voilà, c'est quand même, au bout du compte, lorsqu'une loi nous arrive, quand une loi nous arrive, donc c'est aussi, il faut expliquer à nos collègues et puis bien faire des contre-propositions à ce qui peut être proposé. Donc nous sommes effectivement très présents. Donc vous travaillez vraiment on travaille à ce moment-là. Vraiment. Ouais. C'est pas que honorifique. Non, on a des réunions à thème tous les mois. La dernière réunion qui a eu lieu donc, il y a une quinzaine de jours, c'était sur la législation de la loi funéraire. Donc vous voyez bien, avec toutes ces évolutions, ça permet donc de donner une information à tous les maires et donc aux techniciens sur une journée. La prochaine réunion, c'est la Moselle d'ailleurs, jeudi là, et c'est sur les communes nouvelles. Donc regroupement des communes nouvelles, comment s'organiser, est-ce qu'on va perdre donc en dotation, est-ce qu'il y a intérêt à s'associer avec d'autres communes ou pas, voilà, ça permet donc de prendre des décisions, des éléments en amont. C'est quoi votre principale qualité, Maurice Paré? Je suis breton, mais je ne suis pas spécialement têtu. Ouais. Je sais pas, je suis à peu près sympa, je pense. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est pas En l'inverse. tout cas, pas modeste. Non. Et en quoi vous êtes totalement incompétent? Où je suis incompétent? Ouais, totalement même incompétent. Je suis pas très bon en finance, en fait. Non. Ah bah ça nous rassure. Non, mais je suis pas très bon en finance parce qu'en fait, je je dis bon voilà, donc moi dans mon travail, je gère quand même une société. Mais en fait, lorsqu'on lève l'impôt, par exemple, si on lève l'impôt, on est là pas là pour faire des économies, ça doit servir à toute la population, donc je suis pas très bon, je suis pas un économe en fait. Je suis pas économe. Heureusement que vous avez des agents pour le coup. Ah mais j'étais des agents exceptionnels. Exceptionnel. Ouais. Moi, je vous demanderais quelle est la faute qui vous inspire le plus d'indulgence? La faute, pas l'incompétence, ça c'est une chose, l'incompétence. Là. Bravo Maïté. Bravo, vous avez une question. Mais j'y reviendrai. Donnez-moi une seule raison de m'installer à Ligné. C'est convivial. Non, plusieurs raisons. C'est convivial. Les gens sont sympas. C'est pas très loin de Danceny, de la ville Nord-sur-Erdre, donc voilà, c'est facile. Je pense qu'on a tous les services. J'ai eu un... Non, je ne sais pas vous le dire. Je vous le dirai un partant. Ah bah non, allez-y, Vous on est là. exagérez. Non, c'est trop gros. Vous faites quoi de votre temps libre pour sortir de la politique? Vous faites comment un peu pour vous évader? Ah mais j'arrive très bien à faire par les autres ce que j'ai pas envie de faire. Hein. Donc quand je m'arrête, c'est bon. Hein. Et j'arrive bien à passer d'un sujet à l'autre sans problème. Alors c'est pas un sport, mais je chasse. Pardon, je pêche. Et puis j'aime bien aller voir les clubs, donc j'aime bien aller voir les associations. Ouais, le dimanche. Puis j'aime bien une bonne table, et puis les copains. Vous êtes un homme, vous pensez politique ou pas? Ah non. Alors la définition d'un homme politique, ce serait quoi? Bah oui, du coup. C'est un carriériste. C'est sévère. En partie, oui. Non mais il y a trop de carriéristes, et puis en fait, il ne faut pas que l'on soit... Vous êtes maire depuis 95 ans. Non, mais vous savez, quand on est jumelé avec une belle ville qui s'appelle Prestigne au Pays de Galles, et là-bas, les maires changent tous les ans. Donc c'est quand même pas pratique pour gérer une commune. Et puis il y avait un député qui me disait le fait que je sois maire depuis longtemps, j'étais un despote. Mais c'est pour ça que c'est quelque chose. Non, mais pour venir, je pense qu'un politique, alors, il y en a qui en font un métier, il faut pas que ce soit un métier, c'est ça. Il ne faut pas que ce soit un métier. C'est la passion qui doit animer le politique?
Ouais, moi j'ai toujours des difficultés à comprendre comment un chargé de mission d'un homme politique puisse devenir député, mais bon, après, c'est sans doute la passion du métier. Donc il y a du ménage à faire. C'est un coup de Maurice griffe, Perriand. ça. Ouais, mais donc il y a beaucoup de ménage à faire, Maurice Perriand, là, parce que... Ouais, mais tout le monde s'y retrouve. Si les gens sont compétents et puis que ça convient, après tout, il y a des élections. Hein, si les gens ne sont pas satisfaits Ouais, d'un élu, bah, les ça gens, change. les gens hein, revotent. On voilà. ne va pas citer Balkany, par exemple, en région parisienne, mais enfin les gens revotent quand même. Donc, Ouais, parfois, ça On fait- n'apprend pas des erreurs des autres, en fait. Sans doute pas, sans doute pas, sans doute pas. Eh bien, merci beaucoup, Maurice Perriand. Merci beaucoup, merci d'être passé sur notre plateau, d'avoir répondu à nos questions. Merci Maïté, on se retrouve très très vite. Merci Philippe, merci Merci à vous, Maurice c'était très sympa. Oui, ça va, vous n'avez pas été bousculé, tout va bien. Oh, vous avez des questions un peu hard des fois, mais bon, ça va. Ça va. Vous reviendrez. Ah, si je suis invité, oui, avec plaisir. Merci aussi au Clos Saint-Thomas, ici, superbe restaurant à Sucé-sur-Eure qui nous accueille. Et puis attends, excusez-moi, je te Pardon. coupe. Et puis Oui. bravo à Yann Drouet pour les photos qui sont sur le mur au Clos Saint-Thomas. Vous pouvez les voir Venir encore pendant admirer quelques temps. pendant le repas ces photos. On se retrouve très vite avec Dominique Thibault, monsieur l'adjoint au maire de Grandchamp des Fontaines, vice-président de la communauté de communes et de la CCEG ici à Bregèvres. Voilà, c'est tout. Merci à vous. Merci à vous, à très Au revoir. bientôt. Au revoir, merci. 1995, conseiller général, vice-président de la communauté des communes du pays dans Ceny-la-Compa. Il se dit bon vivant, maire de la ville qui accueille la fête du mouton. Samedi matin, 10 heures d'avril, C'est quand même des concurrents à directs. l'Assemblée générale. Parce que voilà, ils...